Salvatore Mulas, je suis le directeur de l'Oranger, donc voilà, ça fait quand même quelques années que je travaille à Molenbeek, puisqu'on a commencé historiquement dans le quartier maritime. Et là, malheureusement, le bâtiment qu'on occupait a été vendu, et donc on a dû trouver en urgence une nouvelle implantation, et on est arrivé ici. Merci. Parce que ici, on a rencontré un propriétaire qui était effectivement un peu philanthrope et qui a rénové la maison, parce que la maison est en pleine rénovation, qui a rénové la maison comme on le souhaitait, et qui par ailleurs nous a fait un loyer tout à fait raisonnable. Okay. Donc voilà l'histoire de notre réimplantation ici dans le quartier du Sipolder. Ok, ben, je vais me présenter aussi. Moi, je m'appelle Oumar Diallo. Je suis depuis au mois de décembre ici l'échevin de la jeunesse, de la cohésion sociale, de la participation citoyenne, et j'ai la tutelle sur le CPS. Mais auparavant, j'ai travaillé aussi pour le CPS de Bruxelles pendant 7 ans, où j'étais responsable d'une antenne sociale, d'abord à Anessens, et puis le quartier Nederova-Ombeek, avant de venir ici. Je suis bénévole jusqu'à maintenant aussi, où je fais un peu de la médiation culturelle pour le GAMS Belgique. Et je pense que même politiquement, le choix que j'occupe, la jeunesse, cohésion sociale et CPS, c'est parce que j'ai une expérience. C'est ça. À la fois, je connais l'associatif et le CPS. Je suis familier, donc ce n'est pas nouveau pour moi, c'est un atout. Mais en même temps aussi les difficultés, parce que l'associatif, la précarité qui s'y trouve, je suis conscient, et surtout dans des quartiers populaires comme les nôtres. Je suis d'origine guinéenne, j'ai grandi en Grèce en fait, donc j'ai tout à fait un parcours aussi riche, s'il faut dire. Et de l'autre côté, je suis militant décolonial, dont je fais partie du collectif Mémoire coloniale. On fait du travail éducatif, mais aussi nous défendons la question mémoriale pour les Belges, pour nous tous. Et donc on fait un travail au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de l'espace public. C'est un plaisir pour moi de venir ici aujourd'hui et de vous rencontrer. Vous avez dit que avant de devenir échevin, vous étiez dans le CPS. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez changer de devenir échevin? Je pense que mon parcours qui a orienté un peu mes choix d'études, de ce que je veux faire. Et pourquoi le social, c'est venu de là, parce que, bon, entre guillemets, j'ai été accueilli dans une famille grecque. Et donc, j'avais eu les atouts d'être accueilli dans une famille qui avait des possibilités, qui m'ont mis dans des études, et que, de facto, je parlais vite fait, le grec, l'anglais. Et l'immigration en Grèce, qui n'était pas bien vue et vécue par les personnes qui se retrouvaient là. Et je me suis vu à faire du bénévolat pour devenir traducteur, pour aider les familles ici de l'immigration. Faisant ce travail, j'ai découvert tout ce qui est sans-abrisme, toxicomanie. Je suis arrivé ici, j'avais envie de faire Sciences Po, les sciences politiques. C'est comme ça, en regardant, j'ai vu assistance sociale, tu pouvais faire assistance sociale et à la fin faire un master en sciences politiques. Je dis, bon, je fais assistance sociale, surtout j'étais porté par la question sociale. Et directement, quand je suis arrivé, à moi, j'ai trouvé l'école de devoir là, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire. J'ai vu l'école de devoir qui avait besoin, donc de là, on m'a conseillé de faire assistance sociale, parce qu'ils ont certainement compris que je mettais le social toujours. Et en faisant ce travail au CPAS, bon, Angèle, peut-être même à l'école, j'étais un peu engagé, je faisais partie des conseils des étudiants, je défendais un peu l'accompagnement et je m'opposais à certaines situations. Et de facto, je savais que je voulais faire la politique. Je voulais savoir quelle était votre vision du contact de la jeunesse et de la police, aussi avec le drame qu'il y a eu il y a quelques semaines, où il y a un policier qui a malheureusement tué un enfant. Où est-ce que vous pensez qu'en tant qu'échevin, on pouvait faire en sorte que peut-être les jeunes connaissent mieux leurs droits
qu'est-ce qu'un policier peut et ne peut pas faire? Je vais d'abord donner mon avis personnel en tant que jeune, parce que j'ai 35 ans. J'ai été victime de violences policières, j'ai été victime de discrimination, de ciblage ethnique, parce que je suis noir. En Belgique, je ne vais pas dire que je l'ai été, mais en Grèce, ça a été une des raisons même qui m'a amené à partir. Mais en tant que chevron, je me dis, la première des choses que je peux faire, c'est de pouvoir donner l'espace à la jeunesse. Mon engagement, c'est de dire, d'éviter qu'on pense à ma place ou qu'on décide à ma place. Je veux faire partie de la réflexion en tant que jeune et que, bon, si cela arrive, la première des choses que je peux faire, c'est d'offrir cet espace-là. La police reste à la fois une entité qui est là pour nous protéger, mais nous sommes conscients qu'il y a des abus. Et cela vient du fait qu'ils ont la violence légitime. Ils ont cette possibilité. C'est un mandat qu'on leur a confié. C'est une responsabilité. Même si je ne suis pas en accord, mais je suis aussi obligé de les écouter et comprendre quelle est leur journée. Et je n'ai pas assez d'impact pour dire je vais mettre fin, parce que sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il y a eu plein d'erreurs, de laisser aller au sein même de la police, dans leur comportement, dans leur chef-lieu, qui ont amené aujourd'hui le cas de Fabien, mais avant ça, il y a eu d'autres victimes. Adil, le jeune, ou d'autres personnes dans d'autres communes. Je pense que nous devons juste faire en sorte de se poser des bonnes questions. Quelle est notre part de responsabilité pour la recherche de solutions? Pas surenchérir sur le conflit qui existe. Nous devons se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider à trouver une solution. Parce que nous devons aussi créer cette relation de confiance entre nous et la police et les amener à respecter cela. En leur demandant, en disant, nous avons une vision, nous avons une approche. On aimerait bien que vous écoutiez cela. Ok, je demande seulement que avez-vous remarqué des changements dans les dernières années pour les jeunes? Des changements qui sont passés, qui ont laissé un long, puis peut-être même pire? Les jeunes, je pense que maintenant, c'est que je trouve une partie de la jeunesse bruxelloise ou molenbeekoise qui n'osait pas prendre la parole commence à avoir ont cette possibilité de prendre la parole, de s'exprimer à leur nom. Je pense qu'il y a des catégorisations qu'on fait au niveau de la jeunesse qui perdurent aujourd'hui, mais nous devons sortir de ces catégorisations-là. Mon appartenance, je ne la mesure pas des nombres d'années que j'ai vécu ici. C'est pour cela que je suis là en 2020, je me suis engagé directement en politique. Parce que je me sens entièrement molenbeekois. Partout où vous vivez, il ne faudrait pas que vous-même vous doutez de votre appartenance. Il faudrait que votre appartenance à cette jeunesse molenbeekoise soit effective, que vous soyez convaincus de cela. Première des choses que je pense qu'aujourd'hui ça avance, il y a vraiment beaucoup de jeunes de quartier qui commencent à réclamer leurs droits, leur espace et à s'exprimer. Ils ne laissent pas les gens parler à leur nom. Il y a des évolutions dans les deux sens. Il y a une discrimination qui perdure encore. Mais il faut travailler sur ces discriminations. Quelles sont les dispositions prises pour lutter contre toute forme de discrimination? Que feriez-vous pour améliorer la tolérance entre les jeunes et contre le harcèlement scolaire? Je pense que depuis que je suis arrivé, j'ai lu, j'écoute, je suis l'associatif lié au niveau scolaire ou cohésion sociale. Je pense qu'il y a un travail formidable qui est fait par l'associatif que j'aimerais soutenir, vraiment. Dans notre politique communale, la question de discrimination et de harcèlement scolaire est vraiment, je me suis assuré parce que j'ai écrit cette partie-là et surtout c'est ma matière. On veut vraiment que ça soit un volet essentiel. En tout cas, ce que j'ai trouvé, ce que je constate au niveau des associations, des services existants, il y a un effort. Il y a un effort qui est fait, il y a un travail tous les jours qui est fait. Mais cela n'empêche pas que les personnes qui vivent les discriminations, qui vivent le harcèlement, en souffrent énormément. Donc nous devons être attentifs, ça c'est une responsabilité. Ce que je peux ajouter, c'est que nous avons reçu de la commune de Molenbeek, par exemple, l'année dernière,
un subside qui nous a permis de faire de la prévention du harcèlement scolaire. Et on travaille, par exemple, avec des compagnies théâtrales dans le cadre de théâtre participation. Les jeunes, à un moment, ont la possibilité de participer. Il y a un débat qui s'organise à la fois avec les travailleurs sociaux présents et avec les comédiens. Et on essaye de sensibiliser le plus possible à la fois les jeunes, les éducateurs et les enseignants à cette problématique du harcèlement scolaire. Vous l'avez entendu ou pas, je suis en train de faire un travail de repositionnement et de réorientation des missions du service jeunesse de la commune. Le service jeunesse va sortir du cadre de deuxième ligne, mais devenir de première ligne au niveau de la commune. Parce que pour moi, une commune, surtout une commune à Molenbeek où 40% de sa population est moins de 25 ans, on ne peut pas faire sans cette jeunesse. Donc la question du harcèlement et de discrimination, c'est vraiment un point essentiel pour cette majorité qu'on va vraiment travailler, on va s'y mettre et que mon objectif, c'est aussi être là et soutenir et accompagner l'associatif dans ce sens-là. Et peut-être ce qui peut être aussi intéressant pour vous, parce que un des points aussi pour le service jeunesse, c'est de relancer le conseil de jeunes. Et mon objectif, que ça soit représentatif. C'est vrai que nous avons été à l'origine aussi de la mise en place du Conseil de la jeunesse à Molenbeek, mais on a pris des distances à un moment parce que c'était devenu un outil au service d'un groupe politique. Et on s'est dit que ce n'était pas ça qu'on souhaitait. On souhaitait avoir une plateforme ouverte aux jeunes et dans laquelle les jeunes avaient des responsabilités et pouvaient les exercer, qu'on entendait la parole des jeunes. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça et donc on a pris énormément de distance par rapport au Conseil des jeunes. Mais si on relance une nouvelle dynamique, on est prêt à s'investir, il n'y a aucun problème. J'ai vu dans une des discussions, dans une note, des difficultés soulevées en lien sur le temps que ça prend quand les jeunes demandent quelque chose, même peut-être organiser une soirée, ça prenait 1 mois, 2 mois avant d'aboutir. Donc l'idée pour moi c'était déjà de réduire cet espace procédural que ça prend. Bon. Mais donc ça c'est un travail qu'on a peut-être réussi à réduire, cet espace-là, puisqu'il y aura un budget normalement qui sera alloué pour le fonctionnement du Conseil des jeunes. Deuxièmement, c'est que vous dites là, parce que moi, je veux juste aussi que nous tous, que les jeunes eux-mêmes aussi se disent qu'est-ce qu'on veut défendre pendant les 2 ans ou les 3 ans. Si ensemble on décide, parce que ce que je me dis, peut-être ça a été une des raisons, mais c'est difficile parce que je n'étais pas là. Et que la personne qui portait le projet, je ne peux pas juger qu'est-ce qui a conditionné, qu'est-ce qui a anticipé ces décisions, ces choix. Donc j'ai peur de juger pour ne pas que je sois jugé. Parce que c'est un peu ça aussi. Donc c'est pour cela que je me dis peut-être que quand même au moins qu'on ne se donne pas trop d'ambition. Trop d'ambition, mais il ne faut pas oublier parce que si maintenant c'est bien on récolte la parole des jeunes mais qu'on n'en fait rien, c'est-à-dire qu'il faut arriver de manière adaptée, pas forcément difficile de concrétiser, mais dans une manière raisonnable, montrer qu'il y a une capacité via la parole de pouvoir concrétiser quelque chose de concret, ce qui va permettre aux jeunes de faire l'expérience, de voir qu'il y a moyen par la parole, en fait, de faire remonter les choses, avoir un impact sur le réel. C'est ça qui est important. Comme vous le dites, il y a 2 choses, il y a à la fois la temporalité, parce que le jeune forcément n'est pas dans la même temporalité, mais aussi surtout c'est pouvoir que le jeune via cet organe-là puisse faire l'expérience qu'il y a une concrétisation de la parole. Que ça ne reste pas juste que les mots. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je vois, moi, la chose, parce que j'ai aussi les compétences de la participation citoyenne, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on donne du travail à la jeunesse et qu'à un moment donné, on décide qu'est-ce qu'on en fait. Nous, en tant que politique ou en tant qu'adultes, on dit, bon, on choisira parmi tout ce que... Non. Il faudrait qu'eux aussi participent. C'est comme quand les citoyens, les riverains, portent un projet, à un moment donné, c'est déjà dit, ils savent ce qu'ils veulent. Donc il faudrait qu'on donne cette responsabilité. Moi, je suis tout à fait d'accord à la jeunesse d'acquérir de l'expérience et que ça soit aussi participatif, mais éducatif, comme vous le dites. Mais bon, à un moment donné, c'est pour ça que je dis en septembre, j'aimerais bien que quand on fait cette rencontre-là, nous tous, nous participons. Moi, je viendrai avec mon projet politique
Et ensemble, on décide qu'est-ce qui est réalisable et faisable dans les 6 années, et puis on priorise.